Salut à tous et à toutes, bienvenue dans le Grand Journal, l'édition phare de Swag Radio, une plongée au cœur de l'actualité mondiale avec rigueur, clarté et engagement, depuis les studios de Swag Radio. Pour présenter le Grand Journal, Ehrlich Dorillas, dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts, Swag Radio, énergie, le flow, l'attitude en air avec du style, Alexa, Open Swag Radio, pour écouter Swag Radio 24 heures sur 24. Le président américain Donald Trump a indiqué sur son réseau social Truth qu'il avait ordonné à l'armée américaine de tirer sans hésitation sur tout navire iranien, petit ou grand, qui poserait des mines dans le détroit d'Ormuz. Le récit est signé LCN dans ce grand journal. Malgré la prolongation du cessez-le-feu, la tension continue de monter entre les États-Unis et l'Iran. Raymond, Donald Trump qui ordonne aux forces américaines de détruire les bateaux iraniens qui déposent des mines dans le détroit d'Ormuz. Voilà, voyez ses propos ici publiés ce matin. Il ordonne aux forces américaines de tirer et de tuer Yves. Il écrit également, il ne doit y avoir aucune hésitation. Et là, c'est un peu la guerre, la bataille des vidéos aujourd'hui entre l'Iran et les États-Unis. Vous voyez, dans un premier temps, une vidéo qui a été publiée un peu plus tôt aujourd'hui par les forces américaines qui montre des militaires, des Marines descendre d'hélicoptères pour prendre le contrôle d'un navire, un pétrolier qui transportait, selon Washington, du pétrole iranien dans l'océan Indien. Alors, de toute évidence, on veut montrer que le blocus naval américain est appliqué. Voyez maintenant une vidéo publiée par Téhéran un peu plus tôt aujourd'hui, vidéo qui montre des militaires armés, cagoulés également, faire éruption sur 2 porte-conteneurs dans le détroit d'Ormuz, possiblement les navires qui ont été saisis hier. Alors, on voit que la tension demeure très vive. Ajoutez à ça, un peu plus tôt aujourd'hui, le ministre israélien de la Défense qui a tenu à passer certains messages, il dit qu'Israël est prêt à reprendre la guerre contre l'Iran dans cette vidéo, que la première cible serait Mojtaba Khamenei, le nouveau leader suprême iranien. Il dit aussi qu'Israël attend seulement le feu vert de Washington pour reprendre les attaques. Il y a Donald Trump, le président américain, Yves, qui a un événement public à la Maison-Blanche sur le coup de 15 heures aujourd'hui. Ce serait intéressant de voir s'il va aborder cette question, le cessez-le-feu qu'il a prolongé un peu plus tôt cette semaine, mais sans donner de date butoir, de date limite. Et là, vous voyez, au cours des dernières minutes, le président Trump, qui était à nouveau actif sur Truth Social, il a écrit que le temps n'est pas du côté des Iraniens et que le seul accord acceptable pour lui serait un accord qui serait bon pour les États-Unis, pour le reste du monde et pour les alliés des Américains. Alors, pourvu que ça favorise les Américains, c'est ce qu'on comprend de ce message, Raymond. Voilà. Pendant ce temps, les négociations entre Israël et le Liban doivent reprendre aujourd'hui, alors que le cessez-le-feu, lui, tire à sa fin. Oui, les négociations qui doivent reprendre sur le coup de 15 heures du côté de Washington entre l'ambassadeur israélien et celui du Liban. Le Liban qui doit demander une prolongation du cessez-le-feu d'un mois parce que le cessez-le-feu de 10 jours doit se terminer en principe dimanche. Alors, on sait qu'il y a plus de 2400 personnes qui ont été tuées en 6 semaines de bombardements israéliens du côté libanais. Hier, malgré la trêve, encore 5 personnes, dont une journaliste, ont été tuées dans les frappes dans le sud du Liban. Alors, des pourparlers qui sont dénoncés encore aujourd'hui par le Hezbollah qui doivent reprendre en fin d'après-midi du côté de la capitale américaine. Merci beaucoup, Raymond. Au revoir. Le Liban et Israël ont prolongé de 3 semaines le cessez-le-feu temporaire conclu entre les deux pays, a annoncé le président américain à l'issue d'une réunion à Washington entre des représentants des deux pays. La trêve qui devait expirer ce 26 avril a conduit à une nette baisse des violences, mais les attaques meurtrières ont continué dans le sud du Liban. Retrouvons le correspondant de France 24 depuis Beyrouth, Serge Berberi, pour les détails dans ce grand journal. L'armée israélienne parle régulièrement de frappes contre des positions du Hezbollah, une cinquantaine de frappes notamment, et plus de 25 combattants du Hezbollah tués ces dernières semaines au sud Liban. Et Israël affirme donc poursuivre ses opérations avec un objectif très clair, c'est donc démanteler les infrastructures du Hezbollah, y compris des positions souterraines. Et en face, le Hezbollah, lui, a revendiqué aussi des attaques pendant ce cessez-le-feu. Il dit répondre
aux violations du cessez-le-feu par Israël. On est donc clairement dans cette logique de frappe et de riposte, donc une logique qui entretient une tension permanente au sud Liban, et les conséquences de ces violations, de cette tension, eh bien, sont très concrètes pour les civils libanais, des frappes qui continuent de faire des victimes encore ces dernières heures, donc aussi avec des attaques de drones israéliens au Liban Sud qui ont fait plusieurs morts donc dans la zone frontalière. L'armée. Nous irons au Japon. La décision du Japon d'autoriser les exportations d'armes létales a déclenché des critiques au sein de la communauté internationale. Le reportage est signé CGTN News dans ce grand journal. Le Japon nie l'histoire et se dérobe à ses responsabilités. En modifiant sa constitution, il se transforme en un pays capable de mener une guerre. Et il concrétise son ambition de militarisation en autorisant les exportations d'armes. Un pays réticent à reconnaître ses crimes de guerre souhaite désormais développer son armée par la fabrication et l'exportation d'armes. Un criminel qui ne tire pas les leçons de ses actes est plus susceptible de commettre un autre crime. La démarche du Japon constitue une grave menace pour la paix en Asie du Nord-Est et pour l'ordre international en matière de droits de l'homme. Je pense que le changement de politique du Japon annonce un changement plus large dans sa sécurité. C'est là le danger d'un tel changement. Les déclarations et les actions de Takaichi s'intensifient de semaine en semaine, notamment le déploiement d'armes dans les îles du Sud. C'est extrêmement provocateur et cela mènera à la guerre qui détruira le Japon. Nous espérons que le Japon s'engagera dans une voie différente, comme le réclament des voix des nations du monde entier. Sous la direction de Sanae Takaichi, le gouvernement a récemment encouragé ce que certains qualifient de libéralisation militaire. Ces développements sont considérés par les critiques comme un pas vers la remilitarisation, faisant écho au militarisme historique japonais. Beaucoup pensent que la communauté internationale reste déterminée à empêcher tout retour au militarisme et à préserver la paix dans la région. Le Japon. Nous irons au Salvador. Le Salvador juge 486 membres de la MS-13 dans un procès historique de masse premier du genre contre la structure de commandement du gang terroriste accusé de plus de 29 000 assassinats. Ils comparaissent virtuellement depuis le centre de confinement Sikot Récit, le récit de Marion Meyer et Caroline Beaune dans ce grand journal. Ils sont des centaines, tous vêtus de blanc, crâne rasé, mains et pieds enchaînés. Ces 486 prisonniers assistent à leur procès collectif depuis le centre de confinement du terrorisme, une prison de haute sécurité au Salvador. Tous sont accusés par le gouvernement d'être membres de la Mara Salvatrucha, le célèbre gang MS-13. Ils auraient, selon l'accusation, commandité plus de 47 000 crimes entre 2012 et 2022. Leur destin se décidera dans cette pièce. Dans le cadre de ce procès, où nous allons régler une dette historique, va-t-on leur imputer tous les crimes commis par la Mara Salvatrucha au cours de ces 11 dernières années? La réponse est oui. Un procès historique que le président salvadorien Nayib Bukele compare à ceux de Nuremberg. Ce n'est pas le premier de ce type à se dérouler sous sa présidence. En mars 2025, des membres du gang Barrio 18 avaient été condamnés à des peines allant jusqu'à 245 ans de prison chacun. Des mesures extrêmes rendues possibles par l'état d'urgence décrété par Nayib Bukele en mars 2022, à la suite d'une période de violence particulièrement intense entre gangs. Ce prétendu état d'exception a suspendu les droits fondamentaux, notamment celui d'être informé des motifs de sa détention et le droit à un avocat. Il a été prolongé 49 fois consécutives, provoquant l'indignation des organisations humanitaires. La Commission interaméricaine des droits de l'homme demeure très préoccupée par les conséquences pour les droits humains de la prolongation excessive et injustifiée de l'état d'urgence au Salvador. Ce régime suspend le droit à une défense juridique et le droit à l'inviolabilité des communications. Depuis l'instauration de l'état d'exception, 91 000 personnes liées à des gangs ont été arrêtées selon les autorités. Le président salvadorien a toutefois reconnu qu'au moins 8 000 innocents avaient été arrêtés à tort. Ils auraient, selon lui, été depuis libérés.
Nous irons dans les États du Sahel. L'AES ne se contente plus de discours de rupture, elle présente désormais des résultats concrets. Sur le front sécuritaire, la force unifiée de 15 000 soldats multiplie les opérations conjointes, tandis que sur le plan économique, les actions d'une monnaie commune et d'une banque d'investissement se précisent. Malgré les sanctions et les pressions internationales, les populations de l'espace sahélien semblent plus que jamais soudées derrière leurs dirigeants. Le récit est signé Africa 24 dans ce grand journal. Dans le cadre de la consolidation des acquis de l'an 1 et de la mise en œuvre de la feuille de route de l'an 2, les chefs d'État du Burkina Faso, du Mali et du Niger poursuivent les actions pour une indépendance politique, sociale et économique en vue d'apporter des solutions concrètes aux attentes des populations, estimées à plus de 70 millions au sein de l'AES. Sur le plan sécuritaire, la mise en place de la force unifiée en 2025 forte de 15 000 soldats pour la lutte contre les groupes armés terroristes, le rétablissement de l'autorité de l'État et la sécurisation des frontières. Le Burkina Faso a enregistré un taux de reconquête de son territoire de 72,70% au premier semestre 2026, contre 70,89% en décembre 2024. Avec une baisse de 45% des décès liés au terrorisme en 2025, le Niger 41% et le Mali 43,5%. Nous avons dit que nous sommes AES. Nous restons AES. Et tous ceux qui voudront s'en prendre à l'espace AES trouveront la force unifiée en face d'eux. Je pense que le message est clair et que tout le monde a pris acte. Sur le front économique, la création de la Banque confédérale BCID AES en décembre 2025, avec un capital initial de 500 milliards de francs CFA, devrait mobiliser les ressources souveraines et financer des projets prioritaires dans les 3 États membres de l'AES. Sur le plan de la souveraineté informationnelle, les 3 chefs d'État ont lancé en décembre 2025 à Bamako la chaîne de la télévision de l'AES avec une programmation commune axée sur l'actualité des 3 pays, notamment sur la défense, la sécurité et le développement. On ne peut pas parler de diplomatie aujourd'hui de l'AES sans déjà commencer par le premier acte fort qui est justement le retrait des instances de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Malgré les multiples tractations, malgré les multiples médiations, ce départ est aujourd'hui acté, ce départ est aujourd'hui définitif. Deuxième élément qu'il faut noter, eh bien, c'est l'harmonisation des voix dans des instances internationales telles que l'ONU, qui est notable, mais aussi de la création d'une instance commune de communication. Pour rappel, dans un contexte régional marqué par des défis sécuritaires et économiques persistants, la feuille de route de l'an 2 devra servir de cadre aux priorités communes des 3 États, notamment la libre circulation, le désenclavement et le développement d'infrastructures structurantes. Nous irons à New York dans ce grand journal. Le rapport sur la collision mortelle du 22 mars à La Guardia entre un avion d'Air Canada et un camion de pompiers montre des failles techniques et de communication. Le radar au sol n'a lancé aucune alerte et le véhicule n'avait pas de transpondeur GPS. L'enquête se poursuit pour expliquer ce drame qui a coûté la vie aux pilotes Antoine Forest et Mackenzie Gunter. Une tragédie qui soulève de graves questions sur la sécurité aéroportuaire actuelle. Le reportage de Yasmine Kayat de Radio-Canada dans ce grand journal. Frontier 4195 to stop there, please. Stop. La collision aurait pu être évitée ce soir du 22 mars dernier entre un avion d'Air Canada Express et un camion des services de secours et d'incendie de l'aéroport La Guardia. C'est ce que révèle un rapport préliminaire du Bureau national de la sécurité des transports. C'est un problème de communication et c'est bien écrit dans ce rapport préliminaire. L'enquête auprès des 2 pompiers a permis de savoir que l'opérateur du canon à eau, la tourelle, qui accompagnait le conducteur, avait bien entendu la première sommation de la tour de contrôle. L'opérateur de la tourelle du camion qui a percuté l'avion dit clairement dans le rapport que le premier appel de stop, ils ne croyaient pas que ça leur était adressé. Et c'est au moment où le contrôleur est revenu en identifiant bien le camion, en disant « Truck 1, stop ». C'est à ce moment-là que l'opérateur de la tourelle, qui est assis à droite du chauffeur, a bien compris
que c'était à eux que le message d'arrêté était adressé. Autre élément, les feux de signalisation sur la piste n'étaient pas allumés. Dans le rapport, c'est très bien marqué que le feu rouge était éteint. Donc, visuellement, il a dit « Je suis autorisé à traverser, le feu est éteint, la piste est à moi ». Déjà le 24 mars dernier, les autorités avaient révélé des défaillances techniques. ASDX did not generate an alert. Le système de radar au sol n'a pas généré d'alerte de proximité entre les véhicules dans le périmètre de la piste d'atterrissage, ce qui a empêché d'établir une trajectoire fiable. Le fait qu'il a été non opérationnel le soir de l'accident, ça peut ouvrir des portes pour les avocats dans des poursuites contre le système de gestion du contrôle aérien américain. Les deux contrôleurs aériens ont entre 18 et 19 années d'expérience. Par contre, selon le rapport, ils n'ont pas bénéficié de certains outils de contrôle des positions de véhicules. Le camion Truck One était à la tête d'un peloton de 7 camions. Aucun de ces camions n'était équipé de ce qu'on appelle un transpondeur. Ce sont des éléments qui permettent à un contrôleur de voir sur son écran radar chacun des véhicules qui, avec son transpondeur, qui émet sa position GPS. Le rapport final mettra en évidence les circonstances complètes de cette tragédie aérienne. Ici Yasmine Hayat, Radio-Canada, Montréal. Direction la Tanzanie, un an après les violences, Suluhu Hassan promet des réformes. Une commission d'enquête indépendante dresse un bilan humain dramatique des troubles d'octobre 2025 en Tanzanie. Face aux critiques, la présidente Samia Suluhu Hassan annonce des mesures politiques et judiciaires. Le récit est signé Africa News dans ce grand journal. Ils sont 4 en lice pour succéder à Antonio Guterres. La Chilienne. Au moins 518 personnes avaient perdu la vie lors des violences post-électorales qui avaient secoué la Tanzanie en octobre 2025, selon une commission d'enquête indépendante. Des milliers de blessés avaient également été recensés, tandis que des centaines de personnes restent encore portées disparues. Face à ce bilan, la présidente Samia Suluhu Hassan a reconnu la gravité de la crise et annoncé une série de mesures politiques et judiciaires. Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de la Commission, le gouvernement prendra rapidement les mesures suivantes. Premièrement, une commission de réconciliation sera mise en place très prochainement. Ensuite, une fois que cette commission aura présenté ses conclusions et ses recommandations, celles-ci serviront à orienter le processus de réforme constitutionnelle de notre pays. Nous mettrons en place une unité spéciale d'enquête, également appelée unité d'enquête criminelle. Elle aura pour mission de recueillir des informations vérifiées sur les personnes impliquées dans la planification, la mobilisation et le financement des actes de violence. Elle enquêtera également sur les décès de jeunes ainsi que sur les cas de corps portés disparus. Si ces annonces traduisent une volonté de tourner la page, elles s'inscrivent dans une dynamique de réconciliation et interviennent dans un contexte politique encore tendu. Pour plusieurs observateurs, l'enjeu dépasse la seule gestion de crise. Il touche désormais à la capacité du pouvoir tanzanien à restaurer durablement la confiance politique et institutionnelle. Nous irons à l'ONU. Les prétendants au poste de secrétaire général de l'ONU ont plaidé cette semaine pour une organisation plus investi dans les efforts de paix, évitant toutefois des positions tranchées sur les crises en cours, susceptibles de fâcher les États qui décideront de leur avenir. Le récit est signé France 24 dans ce grand journal.
Ils sont 4 en lice pour succéder à Antonio Guterres. La Chilienne Michelle Bachelet, la Costaricaine Rebecca Greenspan, l'Argentin Rafael Grossi et le Sénégalais Macky Sall. 2 fois présidente du Chili, Michelle Bachelet est l'ancienne haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Si son pays ne la soutient plus depuis qu'il a basculé à l'extrême droite, elle conserve l'aval du Brésil et du Mexique. Un peu moins celui de Washington, à cause notamment de ses positions en faveur du droit à l'avortement. Ma candidature est portée par une vision claire de réforme et de renforcement. De nombreux États plaident pour que ce soit une femme qui prenne, enfin, et pour la première fois, la tête de l'ONU. L'Amérique latine, elle, revendique le poste en vertu d'une tradition de rotation géographique, même si elle n'est pas toujours respectée. Michelle Bachelet coche donc ses critères, tout comme Rebecca Greenspan. L'ancienne vice-présidente du Costa Rica dirige actuellement la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Peu connue du grand public, c'est elle qui est à l'origine de l'initiative de la mer Noire, qui a facilité les exportations des céréales de l'Ukraine après l'invasion russe. J'ai dit que je n'étais pas une volontariste, je suis une stratège. Il faut nouer des relations. De son côté, Rafael Grossi est peut-être le plus populaire, à la tête de l'Agence internationale pour l'énergie atomique depuis 2019. Il est soutenu par les États-Unis pour son envie de revenir aux bases de l'ONU dans son combat contre la guerre. Nous aurons besoin d'un secrétaire général. Pas d'un secrétaire, pas d'un général, mais un secrétaire général capable de combiner ces deux choses de manière, espérons-le, constructive, afin d'être un médiateur impartial. Enfin, Macky Sall, l'ancien président sénégalais, est le candidat le plus controversé de cette élection. 20 des 55 pays membres de l'Union africaine ainsi que le Sénégal se sont opposés à sa candidature, dénonçant notamment la répression des manifestations politiques à la fin de son mandat. Mais le vrai pouvoir de décision revient aux membres permanents du Conseil de sécurité. S'ils ne proposent pas de candidat, les États-Unis, la Chine, la Russie, le Royaume-Uni et la France ont un droit de veto. L'heureux élu aura pour mission dès le 1er janvier 2027 de reconstruire la confiance envers l'institution au bord de la crise financière et existentielle. Nous irons en Haïti. Haïti, lancement du projet Sport pour la paix par le comité olympique haïtien et Haïti. Le comité olympique haïtien, en partenariat avec la compagnie d'assurance Haïti, a officiellement lancé le projet intitulé Sport pour la paix, une initiative ambitieuse visant à promouvoir la cohésion sociale et à offrir de nouvelles perspectives à la jeunesse haïtienne. Le récit est signé Radio-Télémétropole dans ce grand journal. Sport pour la paix, un projet ambitieux qui mise sur le sport pour consolider le système éducatif et freiner la déperdition scolaire. Porté par le comité olympique haïtien, COH, en partenariat avec la compagnie d'assurance EIC, cette initiative place l'humain au centre. Pour Patrick Blanchet, secrétaire général du COH, le sport doit s'affirmer comme un levier de développement et un rempart pour la sécurité. Les programmes de la solidarité olympique soutiennent les initiatives qui utilisent le sport comme outil de développement humain et social, en particulier en direction de la jeunesse. Le comité olympique haïtien inscrit également son action dans l'attente des objectifs de développement durable, notamment l'éducation de la qualité, la paix, l'inclusion et le bien-être des jeunes. Le sport constitue un levier concret pour contribuer à ces objectifs en renforçant des compétences sociales, l'engagement citoyen et la cohésion dans le milieu scolaire. Cette initiative s'aligne également avec l'héritage éducatif des Jeux olympiques de Paris 2024 qui ont mis l'accent sur le rôle du sport dans l'éducation. Allier sport et paix est devenu un pari vital face à la violence qui ronge le pays depuis trop longtemps. Le docteur Hans Larsen, président du COH, rappelle que les valeurs olympiques, amitié, respect et excellence, sont des piliers capables de ressouder le tissu social haïtien. À travers ce programme, il prône une mobilité et une cohésion retrouvée où l'activité physique devient dissociable de l'instruction. Vous pensez que la paix, c'est un langage universel qui rassemble tout peuple sur la terre et qui permet que, même si nous sommes dans la guerre,
les rivets, il faut jouer l'un face l'autre. Il faut que haine qui gagne peut-être pour la guerre, parce que la guerre n'apporte que la haine. Nous sommes capables de surpasser pour nous connaître que c'est un humain tant qu'on nous capable. C'est un frère, d'une autre nationalité, mais son frère. Voir lorsque nous avons brûlé la caïpane. Ce programme ambitionne d'instaurer un nouveau paradigme social, une vision partagée par Olivier Barrault, PDG de l'EIC et partenaire technique du projet. Évoquant les récents succès de la sélection nationale masculine, il souligne combien le sport permet au peuple de transcender ses clivages. L'homme d'affaires réitère ainsi son engagement pour que ce modèle d'unité devienne une norme pérenne. Olivier Barrault. Je dis à un volume de déplacement qu'a fait à cause de gang. Je dis à une équipe bataille qu'a fait entre nous-mêmes haïtiens avec des bagailles qui sont constructifs. Tandis que nous-mêmes, nous voulons voir comment, à travers le sport, à travers l'éducation et à travers la jeunesse, là, nous sommes capables de jouer notre narratif qui peut permettre nous de vivre ensemble en tant que nation, parce que nous croyons que nous toutes nouvelles, que c'est dans le sport, que c'est dans la culture, nous avons pile de bagailles qui permettent de nous jouer nos énergies, côté que, même si c'est pour un petit moment tout petit, bagaille ça a remettre nous tous haïtiens ensemble, pas un problème couleur, pas un problème classe sociale. Inspiré de l'initiative mondiale Carton Blanc, le programme Sport pour la paix transforme la discipline athlétique en un puissant symbole d'espoir. En mettant en lumière la jeunesse lycéenne, le COH et l'EIC tentent de briser le cycle de la violence et d'impulser une nouvelle dynamique sociale pour Haïti. Nous resterons toujours en Haïti dans ce grand journal. Haïti Carrefour Rita, un danger permanent à chaque pluie. À chaque épisode de pluie en Haïti, la zone de Carrefour Rita se transforme en un véritable piège pour les habitants et les usagers de la route. Situé dans une région déjà vulnérable aux inondations, ce carrefour est aujourd'hui considéré comme l'un des points les plus dangereux lors des intempéries. Le récit est signé Radio-Télé Guinée dans ce grand journal. Dernier gros la pluie qui tombait sous département l'ouest la dernier jour ça yo, mettez Carrefour Rita dans un gros tête chargée. Une situation qui pas différent chaque fois la pluie tombée dans département l'ouest là. Chauffeur machine, motocyclette tant que piéton, nan gros difficulté dans zone ça pour river circuler à cause gros de l'eau, fatra ak la boue. Radio-Télé Guinée qui se gère ak zoray population a suivi situation depuis plus passé en semaine. Rive découvrir journée jeudi 23 avril 2026 là, quelques facteurs qui la cause Carrefour Rita inondé à chaque fois la pluie tombée. Selon témoignage, quelques citoyens qui pas voulaient faire déclaration dans micro la presse confirmé ces canaux qui sorti Carrefour Rita, qui passait dans direction générale protection civile, qui passait dans do Basio, qu'al fini Cité Soleil, qui pas jamais kiré, qui la cause Carrefour Rita impraticable depuis la pluie tombée. D'après quelques citoyens, il y a plusieurs études qui fait sous dossier ça. Font pas jamais river débloquer pour river résoudre problème ça qui important ak époque là qui se porte entrer ak sorti pays ya. Moun k'ap vive dans zone ça pas suspendement des autorités ou débloquer fonds pour permettre travail canalisation river fait dans zone nan et puis pour éviter gros tête chargée dans Carrefour Rita les la pluie tomber. C'est la fin de ce grand journal pour ce vendredi. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de partir, couleur du temps. Température fraîche, débutant à 39 degrés Fahrenheit, ressenti 34 degrés Fahrenheit. À 7 heures, grimpant progressivement jusqu'à 49 degrés Fahrenheit vers 11 heures. Après-midi maximum 50 degrés Fahrenheit, ressenti 46 degrés Fahrenheit entre midi et 16 heures. La soirée baisse graduelle pour atteindre 42 degrés Fahrenheit en fin de soirée. Le soleil sera présent en début de matinée, mais le ciel deviendra couvert à partir de 13 heures. Le risque de pluie est très faible. Tout au long de la journée, méditez un vent léger soufflant du nord-ouest à environ 9 miles par heure. L'humidité variera de 40% dans l'après-midi. C'est la fin de ce grand journal. Merci de l'avoir suivi. Pour présenter le grand journal, Erlich Torelas, depuis le studio de Swag, de la capitale des grandes écoles du monde,
Alexa, open Swag Radio. C'est Swag Radio 24h/24. Swag Radio en est avec du style. Pour rester bien informé, c'est l'affaire de P-News, info sans cassure, info sans bavure. Info à la vitesse de la lumière, P-News, votre référence en matière d'info. Pour bien manger, c'est Brothers Café Créole, 299 Main Street, Everett, chiffré le 617 294 1425. Joyeux vendredi, joyeux week-end pour présenter le grand journal Ehrlich Dorelas. Depuis le studio de Swag, dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts. Joyeux week-end, au revoir, à lundi.